La société de gestion Ports en Par Gestion, connue pour son expertise sur les small et mid caps. Benjamin Glussot, qui officie en tant que gérant de portefeuille, nous explique que cette orientation stratégique est loin d'être dogmatique. Benjamin nous accompagne tout au long de ce podcast, en brossant un portrait de la philosophie de gestion de sa société, en s'attardant notamment sur le processus global de sélection de titres dans un environnement mouvant où les valeurs de croissance n'ont progressivement plus la cote. Bonjour Benjamin. Bonjour Alexandre. Alors, on va préciser d'emblée le cadre dans lequel il convient de situer notre petit entretien ce jour. Vous êtes gérant de portefeuille dans la partie gestion de la société Ports en Par, parce qu'il faut préciser que le groupe Ports en Par a différents métiers. Vous me dites si je me trompe, ça va de la gestion, comme on va parler ici, jusqu'au bureau d'analyse et à la société de bourse. Exactement. Ports en Par, aujourd'hui, c'est un peu plus de 180 experts sur les marchés financiers, essentiellement actions, et plutôt orientés sur les petites et moyennes capitalisations. D'accord. Ports en Par, c'est à peu près 4 milliards d'euros d'encours, et on se définit vraiment comme le spécialiste du financement et l'investissement des petites entreprises et des ETI. Et notre objectif, finalement, c'est faire profiter à nos clients de la croissance structurelle des marchés actions. Donc, dans Ports en Par, on a plusieurs services. Vous avez toute une partie qui va être orientée sur la gestion action, gestion sous mandat ou gestion conseillée, accompagnée des clients particuliers. On a effectivement après tout ce qui est l'activité corporate. Il faut savoir que Ports en Par aujourd'hui, c'est à peu près 30% des introductions en bourse des petites entreprises et des ETI de manière récurrente. Et puis enfin, vous avez à côté de ça le bureau d'analyse, là aussi spécialisé sur les petites entreprises. Et enfin arrive Ports en Par Gestion. En fait, on est une société de gestion où on va gérer 4 fonds sur les petites, moyennes capitalisations essentiellement, et puis un dernier fonds qui s'appelle Ports en Par Opportunité ISR et qui a vocation à investir aussi bien sur les petites, les moyennes, mais également les grandes capitalisations. D'accord, donc effectivement, des activités, des entités, on pourrait presque dire, différentes au sein du groupe et qui sont bien segmentées, même si j'imagine qu'il y a quelques synergies entre les entités. Effectivement, bien segmenté. Ports en Par Gestion est une société de gestion à part entière qui est une filiale de Ports en Par. Et après, bien sûr, sur tous les métiers, il y a une séparation. Vous avez vraiment le métier de la gestion de la clientèle privée, le métier corporate qui tourne autour de l'analyse des sociétés, des introductions en bourse, de l'animation de la partie corporate, que ça puisse être des augmentations de capital ou autre. Donc vraiment des métiers différents, segmentés, mais effectivement avec beaucoup de synergie, puisque finalement l'ADN commun, c'est vraiment cette connaissance des petites moyennes capitalisations, cette expertise des marchés d'actions. D'accord. Alors pour justement votre maison, Ports en Par Gestion, vous êtes étiqueté. Je ne sais pas si tous nos auditeurs l'ont en tête, mais vous êtes plutôt étiqueté small et mid caps. On vient d'en parler. Est-ce que toutefois ça constitue un dogme absolu où il peut y avoir des présences de grosses capitalisations dans vos fonds, dont notamment les 4 fonds maison que vous citiez? Non, c'est pas un dogme. En fait, la naissance de Ports en Par s'est fait sur les petites et les moyennes entreprises. Le premier fonds qui avait été lancé était Ports en Par PME sur les petites capitalisations françaises. Et au fur et à mesure de notre croissance, on a ajouté des cordes à notre arc. On s'est dirigé naturellement sur les moyennes capitalisations avec l'ouverture du fonds Ports en Par Entrepreneurs. Et puis,
on a ce fonds par opportunité où on s'ouvre un peu plus sur les grosses capitalisations. On a revu la façon de gérer ce fonds qui avant était concentré sur les grosses capitalisations françaises. Et depuis décembre 2020, on est un fonds qui peut investir aussi bien sur les petites, moyennes ou grandes capitalisations françaises ou européennes, de façon à être représentative de notre process de gestion. On essaye d'avoir une certaine différenciation. Les deux fonds, Portzamparc PME et Europe PME, sont concentrés sur les petites capitalisations, c'est-à-dire en général moins de 2 milliards de capitalisation. Ils sont tous les deux éligibles au PEA et surtout au PEA PME. Donc ça, c'est vraiment le cœur de métier de ces deux fonds. Portzamparc Entrepreneur, qui va être finalement le lien, qui peut investir sur des petites capitalisations, mais qui peut aller jusqu'à 10 milliards de capitalisation européenne, donc qui va faire vraiment, qui va être à la jonction entre les fonds de small et opportunité, qui a un terrain de jeu beaucoup plus large, puisque aujourd'hui, notre univers d'investissement, c'est un peu plus de 1500 valeurs européennes sur toutes les tailles de capitalisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce biais plutôt grande capitalisation, mais on a cette liberté de mouvement afin de pouvoir s'adapter en permanence aux configurations de marché qui, par définition, ne sont jamais les mêmes et sont en perpétuelle évolution. D'accord, donc je comprends bien effectivement une orientation plus vers les grosses capitalisations sur opportunité. Le fonds opportunité. Je rappelle le nom des trois autres. Donc nous avons Portzamparc PME, Portzamparc Europe PME et Portzamparc Entrepreneur. C'est bien ça? Exactement. Et pour chacun des fonds, on a la dénomination ISR, puisque ça fait partie, je pense qu'on y reviendra, de notre process de gestion, d'intégrer de plus en plus ces critères ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Et on a les fonds Portzamparc Entrepreneur ISR et Portzamparc PME ISR qui aujourd'hui sont labellisés, disposent du label ISR. Et alors, justement, pour bien préciser, notamment pour certains de nos auditeurs, gros épargnants, qui peuvent se poser la question, où est-ce que vous situez la frontière entre small et mid et big cap? Est-ce que vous avez un seuil défini? Oui, on a mis un seuil parce que à un moment, il faut qu'on puisse faire la différence. Effectivement. Oui. Donc après, on peut toujours discuter de ces seuils, mais globalement, pour nous, les grandes capitalisations, c'est tout ce qui va être au-delà de 10 milliards d'euros de capitalisation. Les mid, on va se retrouver entre 2 et 10 milliards d'euros. Et puis sur les petites capitalisations, on va être en dessous de 2 milliards d'euros et on va essayer de vraiment descendre assez bas. Tout dépend après de la liquidité, mais on peut aller jusque sur des capitalisations aux alentours de 500 millions d'euros dans nos portefeuilles. D'accord, donc ce que moi dans ma tête je peux effectivement appeler une small cap, mais qui en réalité serait une micro cap. Oui, alors c'est toujours assez fin, mais voilà, nous on considère qu'en dessous de 2 milliards d'euros, on est dans la catégorie des small cap. D'accord, effectivement, c'est très important à ce stade de notre discussion de bien préciser ce point. Et maintenant, comme vous le suggériez à l'instant, ce qui serait très intéressant maintenant, c'est d'aborder au-delà de ces tailles de capitalisation qui constituent à la fois une contrainte et une opportunité, votre philosophie de gestion, comment vous pouvez la définir en 2 mots? 2 mots toujours compliqués. Notre objectif, finalement, on s'aperçoit que sur le marché, très souvent, on va avoir des gestions avec des biais assez marqués. On retrouve des fonds croissance, on retrouve des fonds value. Nous, on n'aime pas trop cette étiquette. On part du principe que le marché à des tendances qui peuvent être très longues, qui s'imposent très longtemps, mais qui peuvent varier dans le temps. Et donc vraiment, nous, si on devait se définir, c'est d'essayer de capter ces tendances, ces changements de tendance et de s'adapter. Et je pense que ce qu'on vit là depuis quasiment 1 an et demi, 2 ans est assez important. On a eu un peu cet âge d'or des valeurs de croissance depuis la crise de 2008-2009. On a un retour de la value depuis quelque temps.
Tout simplement, c'est un peu ça la définition. Si vous regardez les portefeuilles qu'on pouvait avoir fin d'année 2021, où on devait avoir quasiment 80% de croissance, aujourd'hui, on a largement réduit la voilure et on a des portefeuilles qui sont quasiment à 50-50 entre de la croissance et de la value. Donc, finalement, se définir, c'est s'adapter au marché et toujours essayer de comprendre ces évolutions. Donc une écoute fine du marché, pas de dogme a priori sur une préférence factorielle, mais plutôt écouter le marché dans son comportement et faire évoluer les portefeuilles en fonction. Exactement, c'est exactement ça. Après, comme chaque société, on a derrière des outils et de l'analyse qui viennent en complément, parce que dire on va être flexible, c'est une chose, mais on essaye quand même d'avoir des critères d'investissement qui demeurent assez semblables. C'est-à-dire que si on s'intéresse un peu, on va utiliser 3 piliers qui sont les mêmes. Il n'y a pas d'ordre d'importance. C'est-à-dire le premier, pas par ordre d'importance, mais on va utiliser un outil propriétaire qui va nous permettre de cartographier le marché pour effectivement identifier les tendances actuelles. C'est pas une martingale qui va nous dire voilà ce qu'il faut faire, mais c'est tout simplement, je pense qu'aujourd'hui on a tous la même problématique, c'est que on a énormément d'informations, on a 1200 valeurs, donc cet outil en fait il va simplement nous dire ce que vous cherchez en fait il se trouve là, et ne perdez pas trop de temps à regarder des dossiers qui sont en tendance baissière, qui sont en difficulté. On les regarde de très loin, mais c'est pas la peine de consacrer du temps à l'instant T. Donc, ça nous permet quelque part de concentrer notre temps sur des entreprises qui, a priori, remplissent un certain nombre de nos critères. Et après, le travail pour nous, ça va être de revenir à ce qu'on fait depuis toujours, c'est l'analyse fondamentale. C'est vraiment le cœur quand même du process. C'est les rencontres avec les entreprises, avec les dirigeants d'entreprises, parce que nous, il nous semble que rien ne replace ces moments d'échange et d'interaction pour comprendre la stratégie d'une entreprise, comprendre sa vie, les changements qu'elles peuvent devoir affronter. Et enfin, on va travailler sur un dernier élément, c'est que en plus de l'ESG qui est important pour nous, on va travailler beaucoup avec les apports de la finance comportementale. C'est-à-dire qu'on a pas mal de coaching, de feedback sur nos prises de décision afin de continuer à s'améliorer. Et puis surtout, en fait, l'objectif de tout ça, c'est d'améliorer notre process de prise de décision, de comprendre où on s'est trompé, parce que ça nous arrive et ça continuera à nous arriver. Mais l'objectif de tout ça, c'est finalement d'apporter un tout petit peu plus de sérénité pour être en capacité de continuer à agir, et surtout dans des environnements difficiles, prendre des décisions quand vous êtes globalement entre 2015 et 2022, vous avez des marchés qui sont relativement faciles, monodirectionnels, à part quelques événements. On sait prendre des décisions et c'est relativement facile. En revanche, quand vous êtes dans un marché beaucoup plus compliqué, comme c'est le cas depuis quasiment maintenant 8-10 mois, il faut être en capacité de se poser les bonnes questions, d'oser prendre des décisions, parce que le marché continue à vivre et qu'on ne peut pas s'arrêter de faire vivre nos portefeuilles. C'est particulièrement intéressant. Vous nous parliez de coaching et de feedback. Concrètement, comment ça se passe? C'est du retour d'expérience entre gérants. Ce sont des séminaires que vous organisez. Comment vous parlez entre vous de tout ça? Alors, l'objectif, c'est on est 4 gérants avec chacun, quelque part, sa spécialité, petite, moyenne et grande capitalisation. Mais l'idée, c'est d'échanger en permanence entre nous, parce que chacun peut avoir un regard différent. Sur les grosses capitalisations, je suis entre guillemets le chef de file, mais parfois être sollicité sur des cas d'investissement, sur des éléments qu'on n'aurait pas suffisamment pris en compte, ça nous permet de nous remettre en cause. Donc ça, c'est pour l'échange au quotidien
tous les gérants. Puis il y a aussi une certaine frontière. C'est pas parce que vous avez des petites capitalisations, des grandes capitalisations qu'il n'y a pas des interactions dans les secteurs. Bien si sûr. on prend par exemple l'industrie automobile, vous avez les grands constructeurs qui sont font tous partie de ces grandes capitalisations, mais quand vous allez vers les équipementiers, vous avez d'autres acteurs de taille différente. Et quand vous mettez en commun toutes les informations, ça nous permet de mieux appréhender le secteur. Donc ça, c'est pour le quotidien. Puis après, effectivement, on travaille sous forme de coaching. Il y a un expert de la finance comportementale qui, de manière hebdomadaire, va analyser nos portefeuilles vraiment d'un point de vue quantitatif pour mettre en évidence certaines problématiques, certaines questions. Ne pas hésiter à nous dire tel titre est dans le portefeuille, pourtant le comportement se dégrade. À charge pour nous derrière d'ouvrir les yeux, de se dire oui, ça se dégrade et d'essayer de comprendre. Lui, il a une vision purement comportementale, quantitative du marché. Oui. Après, c'est à nous d'essayer de comprendre ce que le marché nous dit. Est-ce qu'on a raté une information ou est-ce que notre analyse n'est pas la même? Et puis auquel cas, ajuster la taille des positions, c'est extrêmement important à notre sens pour finalement gérer le risque de ces portefeuilles. Le but, théoriquement, plus on va réussir à avoir de portefeuilles de valeur en tendance haussière au sein de notre portefeuille, plus on doit engranger de la surperformance et surtout plus on doit avoir un portefeuille peu volatile. Et ça, c'est extrêmement important. On revient toujours à cette idée, moins de volatilité, c'est plus de sérénité pour nous, pour nos clients. Et donc, ça permet de passer les moments un peu plus compliqués de manière un peu plus simple. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Je voudrais revenir sur, en amont de toute décision au niveau de la définition de l'univers d'investissement, vous me parliez tout à l'heure d'outils propriétaires qui permettent, voilà, dans un premier temps, le premier tamis, sur quels critères vous vous basez ? Ce sont des critères, là, pour le coup, vraiment de prix de marché, d'évolution de prix pour classer, en fait, les titres en 4 grandes catégories. Les titres qui sont en tendance baissière, à l'opposé, les titres en tendance haussière qui sont ceux qui sont censés nous intéresser. Et les deux autres catégories, c'est ce qu'on appelle la pause ou la controverse. La pause, c'est typique un titre qui a connu une tendance haussière très forte et qui commence à respirer, à baisser sur le marché. Ça doit nous interpeller dans le comportement. Est-ce que c'est une respiration ou est-ce que le cas d'investissement, la perception qu'en ont les investisseurs est en train de changer? Donc après, à nous d'aller à la rencontre du management, de voir ce qui se passe sur le secteur et sur l'entreprise et se dire bon, ok, c'est juste une respiration, mais le cas d'investissement intact, on peut continuer à se laisser porter. La controverse, c'est la phase totalement inverse. Une société ou un titre qui aurait connu un parcours boursier très compliqué, baissier, qui commencerait à revenir, se poser la question, est-ce que l'histoire a changé? Est-ce que c'est simplement des éléments techniques? On voit souvent des rachats de short qui entraînent des fortes hausses. Ça doit nous interpeller pour se poser la question, est-ce que quelque chose change ou pas? Parce que derrière, on s'aperçoit qu'un titre qui est en baisse, qui connaît cette phase de controverse, 2 fois sur 3, retourne et reprend sa tendance baissière. Donc, l'objectif, c'est de s'y intéresser, mais vraiment, nous, c'est de nous concentrer sur ces titres en tendance haussière qui surperforment régulièrement et de manière récurrente le marché pour essayer, toujours pareil, et comme je le disais, c'est pas une martingale. L'outil va nous dire c'est de la surperformance. Après, à nous de déterminer est-ce que ça peut continuer. Et là, on revient sur l'analyse fondamentale. Est-ce que cette surperformance, on est encore avec des niveaux, des ratios de valorisation qui nous semblent cohérents et avec une croissance qui permet d'avoir encore de la revalorisation, ou être en capacité de se dire oui, le marché aime beaucoup, mais nous, ça dépasse quand même ce qu'on est prêt à accepter en termes de valorisation. Et on ne veut pas prendre le risque d'aller sur cette histoire et accompagner cette entreprise.
D'accord. Donc, vous qui êtes plutôt le spécialiste, comme vous nous le disiez, des plus grosses capitalisations dans la société de gestion, est-ce que vous pouvez nous citer peut-être un exemple type d'une valeur que vous avez ciblée dans un environnement de marché bien précis il y a quelques années et que vous avez laissé fructifier longtemps? Est-ce que vous avez un exemple en tête? Alors, on va pas être sur des détentions de quelques années parce que j'ai repris la gestion de Ports-en-Par Opportunité il y a un an quasiment. D'accord. Donc, et ça nous amènerait surtout à reparler de dossiers très classiques. Les dossiers du luxe sont des dossiers qui pour moi, en fait, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'on doit en avoir ou pas dans le portefeuille, c'est est-ce qu'on doit en avoir beaucoup ou un peu moins. Il y a des périodes. Mais typiquement, aujourd'hui, il y a un dossier qui me semble être assez symptomatique de notre façon de travailler, c'est Edenred. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît puisque c'est l'inventeur du ticket restaurant, donc un des leaders sur les solutions de services et de paiement pour les entreprises avec, comme je vous le disais, les tickets restaurants et un peu moins connu, tout ce qui est ticket essence. Et ça, c'est un dossier qui nous a intéressés parce que déjà, le Covid a profondément transformé le quotidien des entreprises et des employés. Transformation digitale, accélération du travail. Donc forcément, il y a eu des réflexions sur la place des cantines d'entreprise. Et tout ça a permis d'accélérer encore l'adoption du ticket restaurant. L'autre élément qui nous a intéressés dans ce cas d'investissement, c'est une des rares entreprises qui profitent des facteurs conjoncturels actuels et notamment l'inflation. En fait, l'inflation, forcément, ça va augmenter les volumes de transactions puisque en général, la valeur du ticket restaurant augmente avec l'inflation. Pareil pour les tickets essence. Et puis, dans cet environnement où il y a vraiment une volonté de limiter la perte de pouvoir d'achat, il y a une tendance assez forte pour que les entreprises augmentent leur participation dans le respect des règles et de la légalité, la valeur de ces tickets restaurants. Donc, vous avez l'inflation alimente la croissance d'Edenred. Et puis, l'autre élément qui est assez particulier chez eux, c'est une entreprise qui va bénéficier de la remontée des taux. C'est-à-dire que les entreprises vont verser le montant des tickets restaurants à Edenred et ça va rester dans sa trésorerie jusqu'à ce que le ticket restaurant soit effectivement dépensé par l'employé, par l'utilisateur final. Et donc, finalement, on s'aperçoit que la remontée des taux, notamment en Europe, permet d'augmenter assez sensiblement les revenus financiers d'Edenred. Donc, nous, c'est une société qui aujourd'hui remplit beaucoup de critères. C'est une société qu'on avait déjà travaillé dans le passé, qui profite de l'inflation, qui profite de la remontée des taux, et c'est surtout un service avec une croissance structurelle. Nous, aujourd'hui, on estime que le potentiel de croissance à long terme d'Edenred est aux alentours de 10%, grâce à ces éléments conjoncturels, mais aussi grâce au cross-selling. Ils ont cette capacité à développer des produits pour des entreprises qui vont être clients de tickets restaurants et de leur proposer des tickets essence ou d'autres services. Et puis aussi cette capacité à ouvrir de nouveaux pays. Le deuxième marché d'Edenred, c'est le Brésil. Il y a de mémoire une dizaine d'années, c'était un marché qu'ils avaient ouvert. Donc régulièrement, ils vont investir sur de nouveaux pays pour proposer ces solutions. Et donc nous aujourd'hui, au vu de ce qui se passe sur le marché de la conjoncture, il nous semble qu'Edenred est un acteur assez important et assez attrayant dans nos portefeuilles. Benjamin, merci beaucoup pour toutes ces informations. Notre entretien était très intéressant, notamment axé métier. C'était passionnant. Je rappelle, vous êtes Benjamin Glussot, gérant de portefeuille chez Ports-en-Par Gestion. À très bientôt. Merci beaucoup.